Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au Parlement européen à Bruxelles pour une nouvelle émission d'Europe Hebdo. Dernière ligne droite avant les élections européennes, vous le savez, c'est dimanche. Et dans ce numéro, direction l'Espagne et ses étudiants en colère contre la politique d'austérité de Madrid. L'éducation nationale touchée de plein fouet. Là-bas, la politique de rigueur, ce sont des bourses en moins. Ça fait sortir les étudiants dans la rue. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant, faisons un tour d'Europe, des campagnes européennes, et on commence avec la Bulgarie. Rassovo, en Bulgarie. Dans cette région déshéritée du nord-ouest du pays, les habitants estiment que la vie était meilleure du temps du bloc communiste. Et l'adhésion à l'Union européenne est très controversée. Nous voulons faire partie de l'Europe et c'est le cas. Mais comment se fait-il que le niveau de vie soit tellement plus bas ici que dans les autres pays ? Moins pessimiste en Pologne. 10 ans après son adhésion à l'Union européenne, le pays voit son agriculture profiter grandement de la PAC, la politique agricole commune. Nous vendons nos pommes dans toute l'Europe. Nos pommes sont exportées de Lisbonne jusqu'à l'Oural et même jusqu'à Vladivostok. Mais plus de la moitié de notre production est vendue sur notre propre marché, dans des grandes surfaces. Un bilan contrasté qui fait craindre une victoire des eurosceptiques, voire des anti-européens, dimanche prochain. En Allemagne, les militants d'un nouveau parti, l'Alternative pour l'Allemagne, écœurés d'un euro qui détruit l'Europe, selon eux, affirment viser l'entrée au Parlement de Bruxelles pour en finir avec la politique européenne des partis établis, comme ils disent. Direction l'Italie, devant 1 millier de militants, Beppe Grillo, leader du mouvement 5 étoiles, est apparu à Bologne, enflammé. Il dénonce la superpuissance des banques et promet l'abolition du pacte budgétaire européen. Il propose aussi un référendum pour sortir l'Italie de l'euro. Nous proposerons un référendum pour que les citoyens décident s'ils veulent être dans l'euro ou pas. Et cela ne veut pas dire sortir de l'Europe. Il y a déjà 9 pays européens qui sont en Europe sans être dans l'euro. Enfin, l'Espagne, malgré la crise et un chômage à 26%, l'extrême droite, elle, reste marginale ici. Divisée, en partie absorbée par le Parti populaire au pouvoir, elle n'espère pas obtenir le moindre siège d'eurodéputé. Son discours a du mal à passer dans un pays encore marqué par la dictature franquiste. Ici, les europhobes risquent d'obtenir des scores très éloignés de ceux du Front National français. Voilà, nous on rejoint sur ce plateau Amandine Crespi, bonjour. Vous êtes politologue à l'Université libre de Bruxelles. À vos côtés, Griselda Pastor, bonjour. Vous êtes la correspondante à Bruxelles de Radio Cadena Ser, la plus importante radio en Espagne. Un groupe tout aussi important, radio, Pierre Benazet, bonjour. Vous êtes le correspondant de Radio France à Bruxelles. Alors vous venez de voir ce petit sujet avec cette vague des partis un peu europhobes, eurosceptiques. Est-ce que le Parlement européen ne va pas orienter ses préoccupations, virer plus à droite. Ça dépendra évidemment du score final. Il y a eu des évaluations un petit peu contrastées, des sondages. On a dit que les eurosceptiques, si on met tous les groupes ensemble, pourraient avoir éventuellement jusqu'à 1/3 des sièges. Mais bon, il faudra voir effectivement les résultats et les groupements, notamment l'attitude de UKIP après les élections sera assez importante. Dans tous les cas, il y aura... le parti europhobe en Grande-Bretagne. Oui. Dans tous les cas, il y aura un changement d'ambiance, je pense, ça c'est sûr, au Parlement européen, et une obligation de prendre en compte des forces qui vont freiner toute nouvelle initiative visant à plus d'intégration. J'ai l'impression que le principal impact du vote eurosceptique serait si ces partis arrivent à s'entendre entre eux, justement, pour un groupement, arriver à faire un groupe avec suffisamment de pays représentés, suffisamment d'eurodéputés au Parlement européen, pour avoir un groupe, pour avoir aussi quelqu'un qui est représenté à la conférence des présidents, et donc influer sur l'ordre du jour, influer sur l'agenda du Parlement européen. C'est là que le réel impact pourrait se faire sentir. Vous pensez que ce n'est pas une menace parce qu'ils sont divisés ?
ils seront de toute façon divisés à un moment ou à un autre. Ils arriveront peut-être à s'entendre au début. Il est très probable qu'au bout de quelques mois ou de quelques années, dans le pire des cas, ce genre de groupement se retrouve à éclater. Pour moi, le principal problème de ces groupes politiques ne sera pas dans ces parlements, mais c'est son influence dans les capitales. Donc ce n'est pas un phénomène général dans l'Union, mais ils ont une influence terrible dans chaque capitale, croissante, et bien sûr qui a un impact direct sur la politique des gros partis européens. C'est ça le problème, de mon point de vue. Alors pour citer un dernier sondage, pour près de 8 Français sur 10, les institutions européennes sont trop éloignées des préoccupations quotidiennes des gens. Il y a une méfiance grandissante vis-à-vis d'une Europe dont beaucoup considèrent qu'elle n'a pas rempli sa mission d'amener la prospérité, de protéger contre le chômage. Ça, c'est pour l'exemple le français. Est-ce que c'est pas ça qui va se traduire finalement dans les urnes dimanche prochain? Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Les sondages ont raison. Les opinions reflètent ce qui s'est passé. Le chômage a grimpé. Et on s'en est fiché un peu, donc oui, c'est vrai. Mais c'est l'examen qu'ils vont passer. Malheureusement, le système ne permet pas que ceux qui ont pris les décisions passent l'examen d'une façon directe. Donc on est un peu confronté à la première campagne, le premier essai de campagne électorale, chose magnifique à niveau européen. On doit accepter qu'il y a un examen qui va se faire. L'examen est sur la crise. Le résultat, on verra. Moi, je crois que le principal problème va être l'abstention. Que c'est là où on devra se poser quel est le seuil d'abstention que le système peut se permettre. L'abstention, c'est ce qu'on craint? C'est quoi? Ça va être un vote, un vote défouloir dimanche prochain? Ce sera probablement le plus gros gagnant de ce scrutin. L'abstention, dans beaucoup de pays, j'ai l'impression même une majorité, l'abstention va être largement au-delà de 50%. Aux Pays-Bas, ils seront peut-être même à 60% d'abstention. En France, on cite des chiffres qui sont quasiment identiques. Alors oui, l'abstention, effectivement. Et puis, dans beaucoup de pays, que ce soit justement aux Pays-Bas ou en France, il n'y a pas d'implication nationale directe, il n'y a pas d'enjeu national direct dans ces élections. Donc c'est très facile de parler du traité, des négociations du traité de libre-échange avec les États-Unis, c'est très facile de parler des plans d'austérité, de la gestion financière de l'Europe et de créer des craintes et de créer chez les électeurs une volonté de dénoncer la façon dont ça se passe aussi. Amandine Crespy, oui. Il y a, je pense, un problème dans les deux sens, c'est-à-dire que d'une part, il y a sans doute un problème de fonctionnement démocratique des institutions européennes où effectivement les responsables, ceux qui prennent les décisions, ne peuvent pas systématiquement être sanctionnés par la logique électorale et le vote, et donc forcément ça nourrit l'éloignement, l'indifférence. Et dans l'autre sens, il y a aussi un énorme problème de connaissance, tout simplement. On dit l'Europe est loin, mais il y a peu d'informations qui redescendent, je dirais, de Bruxelles via les responsables nationaux, via les médias nationaux sur le fonctionnement des institutions européennes, dont on dit toujours qu'elles sont complexes, mais par exemple, les institutions américaines sont également très complexes et ça n'empêche pas à la démocratie de fonctionner. Mais il n'y a pas un problème d'information de mon point de vue. Moi, j'en suis désolée, je fais tellement de papiers par jour. Non, mais ce n'est pas un problème d'information. C'est un problème de prise de décision. C'est un problème de mépris face aux citoyens. C'est un problème des politiques qui ont tendance à nationaliser les succès européens et ceux qui travaillent ici communautariser les échecs. C'est la faute à Bruxelles? Excusez-moi, non. Ceux qui travaillent ici ont la tendance à mépriser. Je parle des politiques. Hein. Mais oui, ceux qui prennent les décisions, qui sont dans les postes méprisés, c'est une faute de mépris, ce qu'ils ont par rapport à ceux qui vont subir les décisions qu'ils ont. Donc d'un côté, les conseils se cachent, oui, c'est vrai. D'autre côté, il y a des gens qui ont accepté d'être représentants dans les institutions pour gérer la politique européenne qui ne font pas son travail en tenant compte des Européens, c'est tout. Ils ne s'expliquent pas, au moins. Pierre Benazet, un dernier mot. Il y a quand même peut-être un problème de couverture médiatique. Moi, pour ces élections-ci, c'est très différent. C'est la première fois que l'élection aura un impact sur le choix du président. Donc on verra probablement plus tôt en 2019 quel sera le résultat de ces élections-ci. Mais je me rappelle de celle de 2009. Où il y avait des élections aux États-Unis présidentielles juste avant, on entendait beaucoup dans les rédactions parisiennes, loin d'ici, dire que c'était plus facile de couvrir les États-Unis que de couvrir l'Europe, qui était beaucoup trop compliquée et un peu moins amusante, un peu moins sexy, un peu moins, vous voyez, la caricature est toujours plus facile et plus amusante et passe mieux à la télévision ou à la radio. Écoutez, justement, Pierre Benazet, vous parliez du traité transatlantique. Hein, on en parle beaucoup en ce moment. Il fait peur, c'est le grand méchant marché. On regarde ce petit sujet, on réagit juste après. Ironie du calendrier, à quelques jours des élections européennes, les négociateurs européens et américains se sont retrouvés à Washington. C'est la 5e fois qu'ils se rencontrent à huis clos
pour élaborer le traité transatlantique. Un accord de libre-échange entre les États-Unis, 315 millions d'habitants, et l'Union européenne, 500 millions. Un marché sans barrière qui représente 40% du commerce mondial. S'il est signé, ce traité concernera l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les produits chimiques, la santé, mais aussi les appellations comme Roquefort ou Champagne. Dans notre vie quotidienne, le traité transatlantique aura, c'est sûr, de nombreuses conséquences. Ces détracteurs affirment que les États-Unis exporteront chez nous leur poulet désinfecté au chlore, leurs fruits et légumes OGM et surtout leur bœuf aux hormones. Pour le commissaire européen qui traite avec Washington, ce sont des mensonges. Pas question d'importer des OGM. Il l'a redit devant le Parlement européen. Problème, les discussions sur le traité entre les États-Unis et l'Europe manquent de transparence. Certes, il est difficile d'obtenir des informations sur leurs avancements, mais c'est une discrétion indispensable selon le commissaire européen. Un certain degré de confidentialité nécessaire pour rendre les négociations possibles. Lorsqu'un accord sera trouvé entre Washington et Bruxelles, s'ils y arrivent, le traité transatlantique devra être validé par le Parlement européen. Ce sera le premier dossier à fort enjeu des nouveaux élus. Voilà, question toute simple à mes invités. Est-ce qu'on va manger bientôt du poulet au chlore? Pas moi, parce que je mange presque pas de viande, ça je peux vous le dire. Non, le problème de ça, c'est négocier avec quelqu'un, c'est toujours important. Parvenir à des accords, c'est magnifique. On est en crise, c'est un objectif. Mais il y a une terrible tendance à niveau européen à prioriser les intérêts des États-Unis chaque fois qu'on les rencontre. Donc, franchement, ça fait peur parce que ce traité est très, très, très large. Mais on pourrait vous répondre à un marché de 40 millions qui représente 40% du marché mondial, c'est jackpot, quoi. On peut. Non, oui. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas renoncer et que ce qu'on avait jusqu'à présent, de grandes choses et toutes petites choses. Donc, quand il y a des Américains qui arrivent, l'Union se fait minuscule. Et c'est pour ça que ces traités a des problèmes. Il y a quand même 28 États derrière. Oui, mais l'unanimité politique est difficile à obtenir. Le mandat de négociation a été difficile à négocier. Le mandat de négociation n'est pas public. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. On s'est excité beaucoup dans certains pays sur des parties du traité. On s'est excité beaucoup en France sur l'exception culturelle, qui finalement ne sera pas dedans, a priori, en tout cas de ce qu'on en sait pour l'instant. En revanche, sur des sujets beaucoup plus importants, on n'a pas, nous, journalistes, accès à ces négociations. On n'a pas accès au mandat. On ne sait pas ce qui se passe. On sait combien de reprises, on sait que c'est la 5e reprise des négociations, mais ce qui a été acquis pour l'instant, en réalité, on ne sait pas sur le fond. On va parler plutôt de normes que de droits de douane, mais ces normes, c'est extrêmement important et ça a un impact. Ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce traité transatlantique? C'est quoi? Il y a plus de barrières. Les barrières douanières, elles existent déjà quasiment plus. Il y a quasiment plus de droits de douane à part sur les plus de barrières normatives alors. Ça sera sur les normes. Ça sera sur les normes de production. Par exemple les normes pour les automobiles. Est-ce que les voitures doivent avoir un phare carré ou rond pour vendre plus facilement son automobile en Allemagne et aux États-Unis sans changer de modèle de phare, par exemple? Ce genre de choses. On a parlé des poulets à la dioxine, des poulets aux hormones, du bœuf aux hormones, etc. Ça, ce sont des normes. Les Européens n'en veulent absolument pas. Il y a peu de chances que ça passe la rampe, à mon sens. Mais il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a des milliards de normes en Europe et aux États-Unis qu'on veut, par ces négociations, harmoniser. Le problème, c'est qu'on n'a pas... Et les États membres non plus, n'ont pas d'accès direct à ça. Les États-Unis ont demandé à la Commission européenne de rien publier. Donc on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe à l'intérieur de ces négociations. Et donc, effectivement, là, c'est un vrai sujet opaque, c'est un vrai sujet qui peut facilement être dénoncé par des eurosceptiques. Et même des gens qui sont favorables à l'Europe peuvent être défavorables à ces négociations. Amandine Crespi, un problème juridique aussi de conflit avec les tribunaux arbitraux privés, donc, qui vont opposer des États aux multinationales. C'est un traité extrêmement large, donc il y a toute une série d'enjeux et effectivement c'est l'opacité qui alimente les peurs. Sur le fond, on a parfois un petit peu de mal à comprendre puisqu'effectivement on nous dit qu'il y a énormément de commerce à développer, d'argent à faire avec la suppression des normes différentes et d'autre part on nous dit que non, rien ne va changer et que les normes auxquelles nous, Européens, nous tenons en matière de sécurité, d'environnement, etc. Ne vont pas changer. Je crois que la motivation qui est derrière ce traité, c'est l'idée de constituer un bloc commercial économique de l'Ouest, de l'Occident,
face aux puissances émergentes. Et ça pose la question de savoir si effectivement Américains et Européens se rejoignent partout sur les mêmes valeurs qui peuvent se traduire dans une harmonie. En Europe, on a le principe de précaution, c'est-à-dire si c'est pas sûr, on interdit. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Si on n'a pas la preuve que c'est dangereux, on laisse aller. Est-ce que ça ne va pas s'opposer, se confronter ces deux principes? Pour moi, le problème, c'est qu'on risque d'être avalé par quelqu'un dont les normes jouent toujours à sa faveur et souvent contre les nôtres. Donc on ne peut pas négliger qu'on ouvre les négociations après toute l'affaire des écoutes dont on n'en parle plus, sans avoir reçu aucune réponse, sans être sûr qu'on a des garanties, qu'on sera respecté. Je veux dire, c'est franchement ça, quand on le mélange avec l'opacité dont vous parlez, ça me fait une certaine peur. Donc bon, il faut attendre un peu, voir si quelque chose peut changer avec la nouvelle Commission européenne. Parce que c'est toujours une chance. On a toujours la possibilité d'attendre que ça puisse changer la façon de gérer ça. Est-ce que vous pensez que, comme pensent ces détracteurs, ce traité, c'est une arme de destruction massive lancée par José Manuel Barroso, arme de destruction massive de l'idée européenne, à quelques jours du scrutin, qui plus est? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que ça va prendre très longtemps avant d'aboutir. Si jamais ça aboutit, c'est la troisième fois que les États-Unis et l'Europe essayent de lancer un traité de ce type, une zone de libre-échange de ce type. Les deux fois précédentes, ça a été un flop intégral. Cette fois-ci, on va plus loin un peu dans la négociation. Il n'y a aucune certitude que ça va aboutir. Certains disaient en printemps 2015, on aura des résultats. Parmi les négociateurs, beaucoup disent qu'on ne verra pas quoi que ce soit avant 2016. Et toutes les occasions que ça achoppe sont présentes à chaque reprise des négociations. Là, c'est la 5e. Dans les comptes précédentes, je pense qu'il y a eu beaucoup d'énervement déjà. Tout de suite, direction l'Espagne. Des étudiants en colère contre la politique d'austérité à Madrid, l'éducation nationale touchée de plein fouet. Là-bas, la politique de rigueur, c'est des bourses en moins. Ça fait sortir les étudiants dans la rue. Regardez le reportage de Jean-Baptiste Daoulas. À Madrid, la contestation s'écrit sur les murs des universités. Déjà une quinzaine de grèves organisées en 2 ans. Des frais d'inscription qui explosent, des bourses de plus en plus difficiles à obtenir. Les universités espagnoles sont au bord de l'asphyxie. Juliette est l'une des victimes de l'austérité dans l'éducation. Étudiante en 4e année, boursière, elle vit chez ses parents dans la banlieue de Madrid. Et sa situation financière s'est détériorée en quelques mois. Jusqu'à présent, pour ma 2e et ma 3e année d'études, j'avais eu droit à une bourse qui couvrait les frais d'inscription de l'université, donc qui en plus ont augmenté d'une année sur l'autre. Et j'avais droit à environ 1150 € à chaque fois pour tout ce qui était abonnement de transport, matériel, cours de langue, etc. Et cette année, je n'ai eu droit à aucune des deux choses. Le gouvernement conservateur a durci l'accès aux bourses, avec des critères économiques, mais aussi une obligation de résultats très stricte. Conséquence, près de 20 000 étudiants ont perdu leur bourse l'an dernier. Mes parents, mes grands-parents et les générations de gens qui ont travaillé dans ce pays ont payé leurs impôts pour que leurs enfants et leurs petits-enfants aient droit à une éducation et on ne va pas laisser qu'on nous la vole. Nouvelle journée de manifestation dans le quartier du Prado. Avec leurs t-shirts verts, des étudiants ont monté un collectif contre l'austérité. Comme Juliette, ils sont nombreux à subir la réforme des bourses. On ne m'a toujours pas versé ma bourse et on est déjà au mois de mai. Les cours se terminent, donc si c'est une bourse pour étudier mais qui est versée après les cours, ça n'a pas vraiment d'utilité. Ma bourse a été réduite significativement d'environ 50%. Comme j'ai pas eu 6,5 de moyenne sur 10, on m'a retiré ma bourse. En Espagne, le budget de l'éducation nationale représentait 4,9% du produit intérieur brut en 2010. Un chiffre que le gouvernement veut ramener à 3,9% d'ici 2015. C'est 10 milliards d'euros en moins pour l'éducation. On peut faire de l'austérité en coupant dans d'autres secteurs, mais pas dans l'éducation, la dépendance ou encore la santé. Tous ces services et ces droits essentiels pour les citoyens que le gouvernement du Parti populaire de Mariano Rajoy est en train de raboter. Autre cible de l'austérité, le programme Erasmus qui permet de partir étudier à l'étranger. Un drame pour Emilio García Prieto, l'un des fondateurs du programme en Espagne.
Sans aucun doute, de toutes les choses que j'ai faites dans ma carrière, c'est celle qui m'a donné le plus de satisfaction. J'ai connu beaucoup de jeunes qui ont fait Erasmus et pas un seul ne m'a dit qu'il avait perdu son temps ou qu'il regrettait. Désormais, pour obtenir une bourse du gouvernement, les Espagnols devront maîtriser la langue du pays d'accueil avant de partir. L'effet est dissuasif. Pour la première fois depuis 1987, le nombre de boursiers Erasmus est en baisse. Il y a un choix éducatif très clair. On nous dit que la bonne éducation est pour ceux qui ont les moyens économiques et que les autres doivent se contenter d'une éducation basique et puis c'est tout. C'est un changement radical par rapport au passé où l'on a fait beaucoup d'efforts pour que les personnes sans beaucoup de moyens puissent aller aussi loin que leur permettent leurs capacités. On est en train de vivre une tragédie dans ce pays. L'austérité est douloureuse, mais l'économie espagnole se redresse peu à peu. Le pays est sorti de la récession en 2013. Voilà un reportage signé Jean-Baptiste Daoulas. L'Espagne sort de la récession, pas de la crise. C'est quand même une bonne nouvelle, Griselda Pastor. Est-ce que c'est pas ça qui va faire des dégâts dimanche prochain, cette politique d'austérité que les gens, forcément, ne comprennent pas tous forcément? Écoutez, je vais vous dire que la bonne nouvelle, ça sera le jour où le chômage, on le verra vraiment rétrécir. Et ça, ce n'est pas le cas. Donc, franchement, de bonnes nouvelles, sortir de la récession, ça ne veut rien dire pour le quotidien de gens. Là, on a vu les étudiants. Mais il ne faut pas oublier les immigrés qui ont perdu le droit à la santé publique, qui est gratuite en Espagne encore. Il ne faut pas oublier les enfants qui n'ont plus le droit de manger dans les écoles. Il y a un rapport incroyable où tous les exemples sont rassemblés du défenseur des droits de l'homme de Strasbourg, justement, que je recommande à tout le monde de le lire. C'est effrayant de voir comment cette crise a détruit toutes les bases d'une société démocratique. Donc, je sais pas, il n'y a pas longtemps, j'ai passé par Grèce. Tout ce qui est assistance sociale, tout ce que l'État devrait faire est en train d'être fait par des ONG et des associations parallèles. Franchement, c'est la fin du système. Je vous le dis, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Pierre Benazet, ces politiques d'austérité, c'est ça qui... C'est ça qui tue l'Europe dans beaucoup de pays, essentiellement du sud de l'Europe. Enfin, je veux dire, quand vous regardez les taux de chômage des jeunes, qui sont au-delà de 50% dans certains pays, dont la Grèce par exemple, quand vous regardez la récession, effectivement, la moyenne européenne, selon les derniers chiffres, les déficits sont en dessous de 3%, on n'est plus dans la récession. Effectivement, il y a eu un impact des politiques d'austérité et les dirigeants européens actuels s'en félicitent, d'accord. Mais pour l'instant, c'est uniquement des chiffres macroéconomiques qui n'ont pas d'impact sur la vie réelle des gens. Et c'est les gens votent sur ce qu'ils connaissent, les gens ne votent pas sur des politiques budgétaires à long terme, les gens ne votent pas, comme on ne votait pas autrefois sur le serpent monétaire européen ou les critères de convergence de Maastricht, on vote sur ce qu'on reçoit dans sa feuille de paye, on vote sur ce qu'on reçoit au chômage. Et c'est pour ça qu'on vote essentiellement aux Pays-Bas pour Geert Wilders, c'est pour ça qu'on votera essentiellement en France pour Marine Le Pen, enfin les partis qui vont arriver premiers à ces élections-là. Pas d'enjeu national direct, mais un enjeu anti-européen très clair, oui, ça c'est certain. L'Espagne, elle a bénéficié de beaucoup d'aides. C'est peut-être aussi ça qui lui a permis de sortir de la récession, comme on a dit. Elle sort de la récession, mais pas de la crise. Mais franchement, excusez-moi, mais non, l'aide a été pour la banque. Alors, pour les banques, hein, vous faites la différence, c'est pas pour les Espagnols. Mais franchement, donc non. Le problème de tout ça, c'est comment exprimer cette malaise dans le système européen sans tomber, disons, sur des groupes ultra radicaux. Non, et comment pouvoir voter pour des groupes qui ne sont pas les majoritaires sans que personne te dise que tu es contre l'Union européenne. Parce que de facto, en Espagne, vous l'avez dit, il n'y a pas d'ultra-droite. Mais quand même, la tendance de toute la campagne, c'est de dire que si tu ne votes pas ou pour le PP ou pour le PSE, bon, tu es quelqu'un qui est contre l'Union. Et ça, franchement, c'est en plus de ce qu'on est en train de subir, c'est absolument inacceptable, vous voyez bien. Les partis d'extrême gauche en Espagne pourraient profiter de ce mécontentement. Extrême gauche, disons, je ne sais pas ce que vous comprenez ou vous entendez. La gauche unitaire, la gauche radicale. Ça, ce n'est pas l'extrême gauche, j'en suis désolée. Oui. L'extrême gauche, c'était ceux qui prenaient la lutte armée. Il n'y en a pas dans cette crise de gens qui prennent ça. Alors franchement, nous, il y a une gauche plus radicale qu'une autre, mais j'ai l'espoir de que tout le monde puisse voter ce qu'il veut et qu'après on essaye d'arriver à un accord avec ce qu'on aura. Quoi. Un commentaire, Amandine Crespi. Je crois que le cas espagnol reflète bien la myopie politique qui accompagne les politiques d'austérité. C'est-à-dire qu'on cherche à tout prix à rétablir une situation budgétaire, à récupérer 0,1, 0,2 points de croissance, mais en empêchant
tout investissement dans l'avenir d'une société et d'une économie. Et c'est ça qui est en train de se passer dans à peu près tous les pays européens, pas uniquement en Espagne. Ça fait 10 ans qu'on nous dit que la compétitivité de l'Europe, c'est l'économie de la connaissance, qu'il faut faire de l'investissement social dans l'éducation, dans la santé, etc. Et on voit que c'est tout le contraire. Cette économie de la connaissance n'existe pas. L'investissement social est un agenda politique qui est aujourd'hui au point mort, qui est promu par la Commission européenne, mais qui n'a pas vu le début d'une mise en œuvre, tout simplement parce qu'on refuse de consacrer le moindre euro à des investissements d'avenir. Et pour inciter donc les pays à voter, à voter dimanche, les États rivalisent d'imagination avec des spots publicitaires. Regardez l'un d'eux, il nous vient du Danemark, avec un personnage, Votman, c'est plutôt trash, regardez. So, if you're not gonna vote, don't try to run. Don't try to hide. Because he will hunt you down. He will find you. And he will make you vote. So, what you gotta do? You gotta vote. Voilà, ce genre de spot publicitaire, c'est efficace. Pierre Benazet. En tout cas, ça marque les esprits et c'est pas forcément une mauvaise chose. Je ne sais pas exactement quel est le niveau d'abstention moyen au Danemark, mais on sait très bien qu'il y a des pays, même en France, pays fondateur de l'Union européenne, il y a des gens encore aujourd'hui qui n'ont pas réalisé qu'il allait avoir un seul tour à ces élections, contrairement à des législatives en France. Donc effectivement, oui. Donc élection un seul tour à la proportionnelle. Mais, franchement, en Espagne, ce qui a marqué les esprits, c'est une déclaration du candidat du Parti populaire qui a l'espoir de devenir commissaire en justifiant sa mauvaise performance pendant les débats électoraux. Parce que vous voyez, débattre avec une dame, c'était la candidate socialiste, ça force toujours les hommes à se retenir un peu pour ne pas, disons, montrer un peu la supériorité. Alors, je peux vous dire, ça a marqué les esprits, mais je suis sûre que lui, il a perdu beaucoup de voix. Alors bon, cet espoir, je ne sais pas quoi vous dire. Un mot sur ces clips publicitaires? Oui, peut-être que la communication un petit peu trash permet au moins d'informer les gens qui les voient qu'il y a une élection, que c'est important de se mobiliser. Après, je crois que plus sérieusement... Viser les jeunes aussi, peut-être? Oui, peut-être. Mais il est vieux, ce type. Il est vieux, il est démodé, non? Non, il n'est pas jeune, quoi. Dans les spots, c'est lui qui sort. C'est une image démodée, c'est ce qu'on ne veut pas dans l'Union. C'est incroyable, bon, je ne sais pas. Moi, je suis un peu... Peut-être que ça marchera au Danemark. Oui. Ben, alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Si des valeurs pareilles sont ceux qui font aller les gens voter avec un type là, avec tous ces bis... Tu vois ou non? Donc la photo du mal des années 40 en Espagne, bon, je ne sais pas quoi te dire, mais c'est pas pour ça. On verra. On se donne rendez-vous tous dimanche prochain dès 19h30 sur les chaînes parlementaires pour une grande soirée électorale. Restez avec nous. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.